Merci à Chérif Cheikh Ahmed Tidiane Chérif Diop pour toutes ces informations. Mesdames, Messieurs, nous avons le plaisir de recevoir Dame Babou, journaliste basé aux États-Unis depuis 35 ans. Oui. Dame Babou, bonsoir. Bonsoir Ablaye. On va pouvoir parler de diaspora. Probablement. Alors, mais avant de parler de la diaspora, et c'est en lien avec cette première question, d'ailleurs, une réaction par rapport à la situation nationale, une série de manifestations violentes avec mort d'hommes. Bon, je pense que chaque fois qu'on parle de mort d'homme, on doit dire que c'est extrêmement sérieux. Oui. C'est extrêmement douloureux. Et ce sont des parents, des frères et des sœurs qui ont perdu des membres de leur famille. Oui. C'est extrêmement important. Mais en même temps, je voulais quand même dire que le Sénégal a traversé des périodes comme ça ou même plus sérieuses. Et le Sénégal a montré sa résilience. Ceux qui sont de la génération un peu plus âgée que moi se souviennent de ce qui s'est passé quand ce sont 42 Sénégalais qui ont été tués par les forces de l'ordre au début de l'indépendance de ce pays. Tous ceux qui sont de ma génération se souviennent de ce qui s'est passé en 1988, où on a été obligé même de déclarer un état d'urgence et l'arrestation de tous les membres de l'opposition. Et c'est pendant 3 mois, cette crise a duré pendant 3 mois avant que le président Diouf ne se résolve à appeler le président Abdoulaye Wade pour dialoguer avec lui. Donc en 1993, la crise était tellement longue. L'élection présidentielle d'abord, ensuite les élections législatives, où on ne pouvait même pas déclarer des résultats, on ne savait même pas quelle est l'institution qui pouvait déclarer les résultats, malgré le fait que les Sénégalais aujourd'hui, tous les politiciens et tous les experts continuent à dire le code électoral consensuel de Kéba Mbaye, c'est ce code électoral Kéba Mbaye qui n'a pas pu avoir une clarté sur ce qui doit déclarer et qui nous a donné une crise très longue jusqu'au mois de juin. De février à juin, on a vécu, et ce qui a abouti à l'assassinat de Maître Sey. Donc pour dire que le Sénégal est passé par ça, je dis tout ça pour dire que calmons-nous un peu et retenons qu'on a traversé des crises très très profondes. La crise avec le président Mamadou Dia, c'était à l'intérieur même du parti, donc la société n'était pas impliquée, mais c'était une crise profonde et on les a traversées. Et le Sénégal a la résilience pour traverser cette crise-là. Alors cette crise n'a pas épargné la diaspora avec des consulats saccagés. Là également, comment ça s'explique? Ça s'explique par 2 choses, je crois. Premièrement, il faut avouer que l'équipe au pouvoir aujourd'hui, dans beaucoup de pays à l'étranger, n'est pas très populaire. Ça, il faut l'accepter. Il y a des zones particulières à cause du vote affectif dont bénéficie le président Macky Sall. Mais pour le reste, la diaspora a toujours été un problème pour ceux qui sont au pouvoir à Dakar. Vous vous souvenez quand le président Abdoulaye Wade et Landing Savané étaient arrêtés en 1993, les marches devant la Maison Blanche et l'envahissement pratiquement de la représentation diplomatique auprès des Nations Unies. Et ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que aussi, les gens qui sont dans la diaspora, ils sont dans des pays où ils se sentent en sécurité, où le droit de manifester, ils n'ont pas peur de le manifester. Si vous vous souvenez, pareil, toujours en 93, les Sénégalais de la diaspora qui étaient avec le président Abdoulaye Wade ont même organisé une marche avec la police new-yorkaise qui leur a permis de désigner des gens à arrêter pour qu'on puisse médiatiser les choses. On dit donc une petite infraction qui n'aura pas de conséquences sur votre casier judiciaire. Donc on dit voilà, votre séjour là-bas. Voilà, il y a 3 personnes qu'on a désignées qui vont essayer d'envahir la représentation diplomatique. On les bloque et on les arrête, mais on ne les menotte pas. Vous voyez les fils que vous voyez là en blanc. Donc ça, c'est des gens qui sont habitués à aller. La police les a même encadrés jusqu'à déposer une lettre. Donc je pense que ce sont ces 2 éléments-là. D'abord, les élections législatives passées ont confirmé
et que le pouvoir en place au Sénégal n'est pas des plus populaires dans le milieu de la diaspora. Maintenant, il peut y avoir des petits débordements, aujourd'hui avec les smartphones et autres, quelqu'un qui vient, qui insulte, qui brûle un papier, mais surtout ce qui est important d'ailleurs à retenir, les conséquences sur les immigrés, sur la diaspora est justement, on va venir aux conséquences parce qu'il y a des mesures de fermeture de ces consulats. Mais juste rester dans la même veine, comment aussi sociologiquement expliquer cette défiance vis-à-vis de l'État d'origine? Non, je pense qu'il y a d'abord le fait que si vous voyez l'immigration sénégalaise, c'est comme des groupes d'abeilles. Les communautés se suivent. Si vous allez par exemple au Gabon, si vous allez en Afrique centrale et tout, c'est les gens qui sont venus du nord du Sénégal qui se retrouvent là-bas. Si vous allez aujourd'hui à Harlem, au central Harlem, ce sont souvent les gens du Baol et du Cayor qui sont là-bas. Et à l'élection ici, même au Sénégal, on voit que ce qui est Touba, Mbacké Baol et les autres, le président Macky Sall n'est pas des plus populaires dans ces contrées. C'est de la même manière, sociologiquement. Vous allez au nord de Manhattan, dans le Bronx, vous trouvez les gens du Saloum. Il n'y a pas de distinction politique très claire. Mais quand vous allez à Brooklyn, vous allez Footer Street, on l'appelle même Footer Street. Effectivement, l'APR est très, très, très bien assise là-bas. Donc, sociologiquement, c'est exactement l'électorat que vous retrouvez au Sénégal, les communautés que vous retrouvez au Sénégal qui se reproduisent au niveau de la diaspora. Alors, vous parliez des conséquences. Les conséquences, c'est que, avant l'arrivée du président Abdoulaye Wade, il n'y avait presque pas de consulat dans les grandes villes. Il y avait des représentations diplomatiques. Prenons par exemple les États-Unis. Il y avait l'ambassade à Washington. Il y avait la représentation diplomatique aux Nations Unies qui ne s'occupe pas de la communauté sénégalaise, c'est pas son boulot. Donc il fallait à l'époque envoyer ses papiers, aller même à Washington, perdre une journée de travail. Et on envoie le papier à Dakar. Et on retourne par valise diplomatique. Donc, pour avoir un papier quelconque venant du Sénégal, c'était extrêmement très, très difficile. Aujourd'hui, avec ces consulats installés sous le président Abdoulaye Wade et renforcés sous le président Macky Sall, en arrivant à la fermeture, c'est absolument très sérieux pour les gens. J'imagine, par exemple, moi, j'ai des enfants qui sont nés là-bas. Leur maman est sénégalaise, moi-même, leur père, je suis sénégalais. Mais il faut faire une simple transcription pour qu'ils puissent avoir leur identification nationale pour devenir des citoyens sénégalais. Aujourd'hui, pour faire ça, si on réouvre le service consulaire au niveau de l'ambassade à Washington, il me faut aller jusque là-bas pour pouvoir régler des problèmes de ce genre, les certificats de mariage et autres. Donc c'est vraiment... c'est comme ce qui se passe ici. Toute propriété qui a un semblant d'être publique, on pense que c'est la propriété des gens au pouvoir. Alors que non. Je pense qu'il faut qu'on fasse la différence. Surtout au niveau de la diaspora, je m'attendais quand même qu'on puisse faire la différence, que le consulat n'appartient pas au président Macky Sall, n'appartient pas à l'APR, n'appartenait pas au président Abdou Diouf, n'appartenait pas au président Wade, et n'appartiendra pas au prochain président. Mais justement, vous appelez à faire le distinguo. Est-ce que vous comprenez également les saccages qui ont eu lieu à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar? Je n'arrive pas à comprendre, et je pense que je m'attends aujourd'hui, je pense que les Sénégalais doivent exiger de tous ceux qui portent une responsabilité quelconque de dénoncer, au niveau du pouvoir comme au niveau de l'opposition. Moi, je n'ai jamais été étudiant à l'université de Dakar, mais tous les étudiants de mon âge et ceux qui viennent après, ils disaient que le campus scientifique, le campus académique, on n'y touchait pas. C'est sur l'avenue Blaise Diagne et c'est sur la corniche qu'il y avait des combats. Mais personne ne dégradait la propriété de l'université. Temple du savoir, vous devez y venir pour apprendre. Et aussi, si ce sont des gens qui sont infiltrés, les responsables de cette infiltration doivent être identifiés et vraiment amenés devant la justice. Et un mot du dialogue, un dialogue national qui se déroule en ce moment même, en marge d'un dialogue politique, évidemment. Comment est-ce qu'est perçu ce dialogue dans la diaspora? Moi, je pense que la diaspora, c'est comme un combat de lutte. On ne va pas au stade
pour le deuxième ou troisième ou quatrième combat. On y va pour le grand combat. Le grand combat. Un dialogue aujourd'hui qui n'inclut pas Pastef et ses dirigeants, est difficilement perçu comme un dialogue national. C'est un dialogue entre des groupes politiques aujourd'hui. C'est la perception que j'ai quand je parle à ceux qui sont dans la diaspora. Mais pour moi, à l'arène, on y va pour le combat, le principal, pour le grand combat. Voilà. Et dans ce contexte, quelle lecture est-ce que aussi il faut avoir de la visite du président de la République avant-hier à Touba, au khalife général? Tu sais, je souris quand j'entends maintenant des membres de l'élite francophone insister sur les khalifes généraux doivent parler, les marabouts doivent parler, etc. Tous ces gens-là, ils sont offusqués quand les leaders religieux interviennent en politique en période de paix. Mais quand on est dans la difficulté énorme, tout le monde maintenant appelle ses khalifes. Cela veut dire que du point de vue sociologique, notre pays est structuré de la même manière que, comme un écrivain américain disait, que Senghor savait quand même faire la transaction, donner à chacun son rôle dans la société, mais son rôle seulement. Aujourd'hui, tous ceux qui ont essayé pendant des années de dire que le monde religieux doit être écarté de la gestion séculière, du point de vue séculier du pouvoir, aujourd'hui, quand ils sont dans la difficulté, ils font appel à ces chefs religieux. C'est effectivement, on ne peut pas gouverner un pays sans faire donner la responsabilité à ceux qui ont le pouvoir. Le pouvoir réel, ce n'est pas ceux qui sont sur un décret. Ce sont des gens qui sont obéis par la majorité des Sénégalais. Et quand on a des difficultés, quand on a peur, on se retourne vers eux. Je pense que c'est tout à fait naturel. Merci beaucoup, Dame Babou. Merci beaucoup, Ablaye Der. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir reçus chez vous. Excellente suite de programmes sur la TFM, la télévision Futur Média. Merci, bonsoir.